Les sources proviennent notamment de Wikipedia.com et, selon le cas, du ou des sites concernant le sujet traité par ma vidéo. Ce texte est interprété par Paul, ma petite voix de synthèse préférée. Le Pérou est un pays situé dans l'ouest de l'Amérique du Sud. Entouré par l'Équateur au nord-ouest, la Colombie au nord-nord-est, le Brésil au nord-est, la Bolivie au sud-est, le Chili au sud-sud-est, et l'océan Pacifique, à l'ouest-sud-ouest. Il est le troisième pays du sous-continent, par sa superficie, 1 285 220 km², et le quatrième par sa population, environ 32 millions d'habitants. Lima, une vaste aire urbaine de 9 millions d'habitants, est la capitale et la plus grande ville du pays. Sa capitale historique est Cusco, dans les Andes, ancienne capitale de l'Empire Inca. Le système politique actuel repose sur la Constitution de 1993. Depuis 2002, le Pérou a été divisé en 24 départements et un important processus de décentralisation a été mis en place. Parmi ces trois langues officielles, la plus parlée est l'espagnol, suivi du quechua et de l'aymara. Les peuples descendants des Incas, principalement les Quechua et les Aymara, représentent le groupe le plus important, 45% de la population, suivi par les Métis européens et amérindiens, 37% de la population, et les descendants d'Européens, 15% de la population. Il est membre du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique, APEC, et de la Communauté andine des nations, CAN. Le sol est la monnaie nationale péruvienne depuis 1991, en remplacement de l'INTI. Le nom, Pérou, dérive de Biru, dénomination d'un cacique qui vivait près de la baie de San Miguel, Panama, au début du XVIe siècle. Lorsque des aventuriers espagnols les ont parcourus en 1522, les territoires du chef local étaient la partie la plus méridionale du Nouveau Monde. Les indigènes de la zone rapporteront quelques vagues informations sur l'existence d'un riche et lointain royaume. Le nom est rapidement passé dans le langage courant de l'époque, pour désigner un territoire légendaire situé tout au sud de l'isthme de Panama. Par la suite, Francisco Pizarro et ses hommes, lors de l'occupation de l'Empire Inca en 1532, emploieront le nom Pérou, pour désigner les nouvelles terres conquises. Le plus ancien document juridique attestant la dénomination Pérou est la capitulation de Toledo rédigée en 1529. Dans ce texte, le roi Charles Quint concède les territoires à conquérir à Francisco Pizarro avec le titre de « gouverneur de terres et provinces du Pérou et de la ville de Tumbes ». Les premiers documents historiques présentent diverses graphies du mot Pérou, Viru, Beru ou Piru. Durant quelques décennies, ces diverses formes coexistent et sont employées d'une manière interchangeable, parfois dans le même texte. Les premiers vestiges de présence humaine au Pérou ont été découverts dans la grotte Piquimaché et dateraient pour les couches les plus anciennes de 19 000 ans avant notre ère. Les populations sont alors pour la plupart nomades, vivent de la chasse de camélidés et de la cueillette et s'abritent dans des grottes. Durant la période archaïque tardive, les premiers villages et organisations sociales complexes apparaissent.
Ils permettent l'apparition de la plus vieille ville du continent et l'une des plus anciennes du monde, Caral. La cité de Caral, un grand centre urbain doté de pyramides tronquées au sommet, appartenait à un ensemble de sites archéologiques qui auraient abrité la première civilisation américaine, Caral Sup ou Norte Chico, entre 2627 et 2100, avant notre ère. Lors de fouilles, divers objets ont été exhumés, tels que des figurines anthropomorphiques en argile crue, des flûtes traversières taillées dans des os de pélican ou de condor, ou des cordelettes à nudes, probablement des quipus. Caractérisées par une nouvelle complexification de l'organisation sociale et des technologies, les cultures de la période dite de « horizon de formation » 2700 à 200 avant notre ère, développèrent la céramique, le tissage, l'usage de l'or et du cuivre, et la construction de canaux d'irrigation et la culture en terrasse, facteurs déterminants pour l'accroissement du pouvoir étatique. Dans la culture de Chavin, la vie sociale, économique et rituelle s'organise autour des dieux féroces représentant les grands prédateurs locaux comme le jaguar, le serpent ou le caïman. Le centre cérémoniel, Chavin de Huantar, est un réseau complexe de galeries décorées par des immenses mégalithes ornés. Sur le plan iconographique, les divinités de la cosmogonie Chavin seront présentes dans presque toutes les manifestations artistiques postérieures. Paracas, une culture située sur une péninsule désertique portant le même nom, se distingue par ses textiles de grande valeur esthétique et scientifique. L'effondrement de la culture Chavin ira de pair avec l'affirmation de pouvoirs régionaux, caractérisés par un relatif isolement local. Chaque région abrite alors de petites entités politiques qui adoptent leur propre modèle de développement culturel, n'ouvrant leurs frontières qu'aux échanges commerciaux. À cette période appartiennent notamment la culture Nezque, la culture Huari, et la culture Mochica, l'une des plus importantes organisations politiques de l'ancien Pérou. L'Empire Inca. La période impériale, aussi appelée règne des belligérants, succède au déclin de la civilisation Huari, dernière entité politique régionale. Divers États locaux qui tentent de dominer politiquement et parmi ces États, nous retrouvons la culture Chimu, la culture Chanca, la culture Chincha et enfin, la plus célèbre, la culture Inca. Les origines des Incas se mêlent à la légende. Probablement, ils étaient une tribu guerrière quechua du sud de la Sierra. Entre 1100 et 1300, ils se déplacent peu à peu vers le nord de la région jusqu'à la vallée fertile de Cusco, occupée alors par des peuples aymaras. L'empire naissant se distinguait par sa condition d'état agraire, au sommet duquel se trouvait l'Inca. Chaque nation s'habillait avec un vêtement similaire à celui que portaient les membres de sa communauté. Tunique du Sapa Inca Tupac Yupanqui. Cependant, la véritable expansion des Incas commence en 1438, avec Pachacutec, 1438 à 1471, qui entreprend de conquérir les terres voisines. Durant les 70 dernières années de cette période, le royaume de Cusco forme un vaste empire qui s'étend sur toutes les Andes. Le génie de Pachacutec se manifesta avant tout dans la législation et l'administration qu'il établit dans l'Incana. Il aboutit à accomplir l'unité d'un si vaste empire grâce à trois mesures principales. Il préserva l'unité géographique de l'empire en développant un gigantesque réseau de routes, le Apacnan, puis il fit son unité linguistique en imposant le runasimi ou quechua comme langue officielle. Enfin, grâce à une organisation centrale absolue, il forma l'unité politique impériale. En même temps, il créa une élite capable de l'assister dans son œuvre, les curacas. Pour faciliter la transmission des ordres et le renseignement sur l'état des provinces, on établit un système de chasqui, ou coureurs messagers, qui parcourait les chemins de l'empire. À la fin du XVe siècle, l'Inca Pachacutec transmet le pouvoir à son fils Tupac Yupanqui, 1493, qui étend l'empire jusqu'à l'actuel territoire équatorien. Sous le règne de son fils, Huayna Capac, 1527, les frontières de l'empire Inca sont repoussées jusqu'à la frontière de l'actuelle Colombie. Une guerre de succession éclate entre les deux fils de Huayna Capac, Huáscar et Atahualpa. Ce dernier est parvenu à battre les troupes de son frère, au moment où les conquistadors arrivent au Pérou.
Lorsque les troupes de Francisco Pizarro arrivèrent en 1531, l'Empire Inca était déchiré par une guerre civile. Le 16 novembre 1532, durant la bataille de Cajamarca, Pizarro captura l'empereur Atahualpa et le fit exécuter. Il faudra cependant plus de 40 ans pour briser les dernières tentatives de résistance. Le dernier Inca de Vilcabamba, Tupac Amaru, fut capturé et exécuté en 1572. Les Espagnols instituèrent le système de l'encomienda, les Amérindiens devaient payer un tribut, dont une partie allait à Séville. Les encomandros étaient chargés également de les christianiser. En tant que gouverneur du Pérou, Pizarro abusa de l'encomienda en accordant à ses soldats et compagnons un pouvoir quasi illimité sur les populations indigènes qui furent obligées à travailler sans rétribution dans des mines et des champs. Pizarro fut assassiné en 1541 par une faction menée par Diego de Almagro le Jeune, surnommé El Mozo. En 1543, le roi Charles Quint pour réagir aux luttes intestines entre les conquistadores envoya Blasco Nuneville en tant que premier vice-roi. Il sera à son tour tué par Gonzalo Pizarro, le frère du premier Pizarro. Finalement, un nouveau vice-roi, Pedro de la Gasque, parvint à restaurer l'ordre et exécuta Gonzalo Pizarro après sa capture. 39 vice-rois ont succédé à Nuneville, et ont gouverné la vice-royauté entre 1544 et 1824. Francisco de Toledo, 1569 à 1581, fut celui qui organisa l'État colonial et fonda les réductions, ou cités d'Indiens où ils furent regroupés. Au niveau local, les encomandros étaient maintenant sous l'autorité des curacas. Une pyramide hiérarchique permit ainsi de contrôler toutes les villes et villages. Le recensement sous le dernier Quipu Camayocu, maître du Quipu, indiquait qu'il y avait 12 millions d'habitants dans l'Empire Inca. 45 années plus tard, le recensement du vice-roi Toledo montrait qu'il en restait 1,1 million. Les villes incas reçurent des noms catholiques et furent reconstruites selon le modèle espagnol. Elles comportaient une place centrale et une église ou cathédrale en face d'un bâtiment officiel. Quelques villes, telles Cusco, gardèrent leur fondation d'origine inca. Certains sites incas, tels Huánuco Viejo, furent abandonnés au profit de villes à plus basse altitude. Après l'établissement de la vice-royauté, le Pérou devint l'une des premières sources de la richesse pour l'Espagne. La ville de Lima, fondée par Pizarro le 18 janvier 1535 sous le nom de Ciudad de los Reyes, ou la ville des rois, devint la capitale et une ville puissante qui avait sous sa juridiction toute l'Amérique du Sud à l'exception du Brésil dominé par les Portugais. Au XVIIe siècle, Lima abritait une université et était la principale place forte de l'Espagne sur le continent américain. Toutes les richesses coloniales passaient par Lima, puis par l'isthme de Panama avant d'arriver à Séville, en Espagne. Au XVIIe siècle, devant la difficulté de l'administration d'un territoire immense, seront réalisées des réformes dans la structure politique coloniale, les réformes bourboniennes. En 1717, la vice-royauté de Grenade fut formée, elle regroupa la Colombie, l'Équateur, le Panama et le Venezuela. En 1776, une nouvelle vice-royauté vit le jour, la vice-royauté du Rio de la Plata, elle regroupait l'Argentine, la Bolivie, le Paraguay et l'Uruguay. Entre 1780 et 1781, la vice-royauté du Pérou connut la plus violente insurrection de son histoire. Dirigée par Tupac Amaru II, un cacique du Cusco, l'insurrection était à l'origine une révolte fiscale, mais très vite se transforma en un mouvement qui revendiquait l'autonomie du territoire par rapport à la couronne espagnole. Tupac Amaru arriva à réunir une armée de près de 50 000 hommes, composée majoritairement d'Amérindiens et de Métis. Après quelques batailles, la révolte fut écrasée de manière extrêmement violente. Le 18 mai 1781, José Gabriel Tupac Amaru II, fut écartelé et décapité à Cusco, mais il devint pendant le XIXe siècle une figure importante de la lutte pour l'indépendance et de la liberté. Le processus d'indépendance prit définitivement son élan avec le soulèvement des propriétaires terriens d'origine espagnole. José de San Martin et Simón Bolívar étaient à la tête des troupes rebelles.
Après avoir débarqué dans la baie de Paracas, San Martin s'empara de Lima et déclara, le 28 juillet 1821, l'indépendance du Pérou, par rapport à l'Espagne. L'émancipation devint effective en décembre 1824, lorsque le général Antonio José de Sucre battit les Espagnols dans la bataille d'Ayacucho le 9 décembre 1824. Après cette victoire, une scission sépara le pays en Haut-Pérou resté fidèle à Bolivar, maintenant, la Bolivie, et Bas-Pérou, le Pérou actuel. Comme le Chili, la Bolivie, Mexique, ou la Grande Colombie, le pays fait appel à la Bourse de Londres pour financer des sociétés minières, des centaines de techniciens anglais traversent l'océan, avec leurs machines à vapeur, pour les moderniser. Après la guerre Grande Colombie-Pérou, 1828 à 1829, les conflits frontaliers entre le Pérou et l'Équateur débutèrent à partir des années 1830. 4 guerres éclatèrent entre ces pays entre 1858 et 1995, guerre de 1858 à 1860, guerre de 1941 à 1942, la guerre du Paquicha en 1981 et la guerre du Cenepa en 1995. Malgré la domination d'une oligarchie de propriétaires terriens, l'esclavage des Noirs et le tribut des Indiens furent abolis par le caudillo Ramon Castilla, 1845 à 1851 et 1855 à 1862. Entre 1840 et 1879, le guano du Pérou, récolté par des compagnies privées ou publiques sur les côtes, généra d'énormes richesses car le pays bénéficia pendant cette période du monopole mondial de ce fertilisant. La vie politique fut alors une alternance de périodes démocratiques, de coups d'État et de dictature. L'Espagne n'abandonna pas complètement ses ambitions coloniales et fit encore de vaines tentatives comme lors de la guerre hispano-sud-américaine. Après la bataille de Callao, elle reconnut l'indépendance du pays en 1880, établit des relations diplomatiques et signa un traité de paix et d'amitié définitif la même année. La guerre contre l'Espagne marquait pour le Pérou la consolidation de son indépendance. Entre 1879 et 1883, le Pérou mena aux côtés de la Bolivie la guerre du Pacifique. La guerre éclata lorsque le Chili envahit le port bolivien d'Antofagasta. La Bolivie déclara la guerre au Chili et le Pérou, par un traité réciproque de défense, entra à son tour dans le conflit. Malgré l'infériorité navale, le capitaine du navire Huáscar, Miguel Gros, maintint sous pression la flotte chilienne pendant plusieurs mois. Le Huáscar fut finalement pris par les Chiliens en octobre 1879. Pendant la campagne terrestre, le Pérou connaîtra quelques victoires, mais en 1881 les troupes chiliennes entrèrent dans Lima. La guerre prit fin le 20 octobre 1883 par le traité d'Ancón et fit perdre au pays la région de Tarapacá. En 1924, depuis Mexico, des meneurs de la réforme universitaire au Pérou et contraints à l'exil par le gouvernement fondent l'Alliance populaire révolutionnaire américaine, qui exercera une influence majeure sur la vie politique du pays. L'APRA est ainsi en grande partie une expression politique de la réforme universitaire et des luttes ouvrières menées dans les années 1918 à 1920. Le mouvement puise ses influences auprès de la Révolution mexicaine et de la Constitution de 1917 qui en est issue, notamment sur les questions de l'agrarisme et de l'indigénisme, et à un degré moindre de la Révolution russe. Proche du marxisme, son dirigeant, Aya de la Torre, déclare en effet que « l'APRA est l'interprétation marxiste de la réalité américaine, elle s'en éloigne pourtant sur la question de la lutte des classes et sur l'importance donnée à la lutte pour l'unité politique de l'Amérique latine ». En 1928 est fondé le Parti socialiste péruvien notamment sous l'impulsion de José Carlos Mariátegui, lui-même ancien membre de l'APRA. Le parti crée peu après, en 1929, la Confédération générale des travailleurs. L'APRA, gagnant rapidement en popularité, est mise hors la loi en 1933 par le régime de Oscar R. Benavides, qui resta préside jusqu'en 1939. La Constitution de 1933 réservait le droit de vote aux citoyens alphabétisés, qui en 1960, ne représentaient encore que le tiers de la population adulte. Les Indiens,
presque la moitié de la population restait des exclus et vivait de façon misérable. Entre 1932 et 1933 a lieu la guerre avec la Colombie. Une guerre opposa le Pérou et l'Équateur entre le 5 juillet et le 31 juillet 1941. Durant cette guerre, le Pérou occupa les provinces occidentales de Loira et El Oro. Les États-Unis, le Brésil, l'Argentine et le Chili proposèrent leur médiation et le protocole fut finalement signé. Néanmoins, un nouveau conflit éclatera entre les deux pays un demi-siècle plus tard. À nouveau autorisée en 1945, l'Alliance populaire révolutionnaire américaine soutint le président José Luis Bustamante y Rivero, 1945 à 1948, qui, renversé par le coup d'État militaire du général Manuela Odría d'octobre 1948, augura du début d'une dictature. Des élections sont pourtant organisées en 1962, et remportées par le candidat apriste Victor Raúl Aya de la Torre. Toutefois, un coup d'État militaire dirigé par le général Ricardo Pérez Godoy empêcha le respect de la légalité. La junte organisa à nouveau des élections l'année suivante, qui furent remportées par Fernando Belloteri, fondateur de l'Action populaire, qui demeura en place jusqu'en 1968. Au début des années 1960, alors que près de 70% des terres sont possédées par 2% des propriétaires, le Pérou connaît une forte mobilisation paysanne et indigène visant à obtenir une réforme agraire. Les paysans, en grande majorité des travailleurs agricoles indigènes, formèrent alors la base de syndicats ruraux engagés face à la détérioration de leurs conditions. Les paysans eurent recours à des tactiques allant de l'occupation pacifique des terres à la confrontation violente avec les grands propriétaires et les forces armées. Plusieurs petits mouvements de guérilla se constituent mais sont rapidement écrasés par le gouvernement. Le 3 octobre 1968, le coup d'État réformiste mené par un groupe d'officiers dirigé par le général Juan Velasco Alvarado amène l'armée au pouvoir dans le but d'appliquer une doctrine de progrès social et développement intégral, nationaliste et réformiste, influencée par les thèses de la CEPAL sur la dépendance et le sous-développement. 6 jours après le golpe, Velasco procède à la nationalisation de l'International Petroleum Corporation, IPC, la société nord-américaine qui exploitait le pétrole péruvien, puis lance une réforme de l'appareil d'État, une réforme agraire. Il s'agit alors de la plus grande réforme agraire jamais entreprise en Amérique latine, elle abolit le système de latifonda et modernise l'agriculture par une redistribution plus équitable des terres. 90% des paysans forment des coopératives ou des sociétés agricoles d'intérêt social. La terre devant être possédée par ceux qui la cultivent, les grands propriétaires sont expropriés. Les seules grandes propriétés permises sont de type coopératif. Entre 1969 et 1976, 325 000 familles reçoivent une terre de l'État ayant une moyenne de 73,6 acres. Le gouvernement révolutionnaire projette aussi des investissements massifs dans l'éducation, élève la langue quechua, parlée par près de la moitié de la population mais jusque-là méprisée par les autorités, a un statut équivalent à celui de l'espagnol et instaure l'égalité des droits pour les enfants naturels. Le Pérou souhaite s'affranchir de toute dépendance et mène une politique extérieure tiers-mondiste. Les États-Unis répondent par des pressions commerciales, économiques et diplomatiques. En 1973, le Pérou semble triompher du blocus financier imposé par Washington en négociant un prêt auprès de la Banque internationale de développement afin de financer sa politique de développement agricole et minier. Les relations avec le Chili se distendant fortement après le coup d'État du général Pinochet. Le général Edgardo Mercado Jarin, Premier ministre et commandant en chef de l'armée, et l'amiral Guillermo Foragué, ministre de la Marine, échappent tour à tour, à quelques semaines d'intervalle, à une tentative d'assassinat. En 1975, le général Francisco Moral Bermudez Cerruti s'empare du pouvoir et rompt avec la politique de son prédécesseur. Son régime participe ponctuellement à l'opération Condor, en collaboration avec d'autres dictatures militaires américaines. Le sentier lumineux apparaît dans les années 1970 dans les universités. Ces étudiants,
pour beaucoup d'origine paysanne, retournent ensuite dans leurs communautés et y organisent des comités locaux du parti. L'abandon par l'État de certaines régions rurales favorise l'implantation du parti. En juin 1979, des manifestations pour la gratuité de l'enseignement sont sévèrement réprimées par l'armée, 18 personnes sont tuées selon le bilan officiel, mais des estimations non gouvernementales évoquent plusieurs dizaines de morts. Cet événement entraîne une radicalisation des contestations politiques dans les campagnes et aboutit finalement au déclenchement de la lutte armée. Après le début de cette lutte armée, les nouvelles recrues du Sentier lumineux sont généralement des paysans peu politisés, plutôt que des militants réellement politisés. En 1980, Fernando Belloteri retrouve le pouvoir en remportant l'élection présidentielle. Alan Garcia, candidat du parti Alliance populaire révolutionnaire américaine, lui succéda le 28 juillet 1985. C'était la première fois qu'un président démocratiquement élu remplaçait un autre président démocratiquement élu en 40 ans. En 1990, inquiets des attaques terroristes du Sentier lumineux et des scandales de corruption, les électeurs choisirent Alberto Fujimori. Pour lutter contre l'inflation, Fujimori adopta des mesures d'austérité très sévères. La monnaie est dévaluée de 200%, des centaines d'entreprises publiques sont privatisées et 300 000 emplois sont supprimés. Il parvint à faire passer l'inflation de 2700% en 1990 à 139% en 1991, mais la pauvreté ne recule pas. En raison de l'opposition des députés à certaines réformes, Alberto Fujimori dissout le 4 avril 1992 le Congrès, modifie la Constitution, fait incarcérer un certain nombre d'adversaires politiques et prend le contrôle des médias. Sa présidence est fortement marquée par l'autoritarisme, l'usage d'escadrons de la mort pour conduire des opérations anti-guérilla, la répression politique et la corruption. Alberto Fujimori fait démarrer une campagne de stérilisation forcée dans certaines régions rurales du pays. Empreint d'eugénisme, le programme est essentiellement dirigé contre les populations indigènes, 330 000 femmes et 25 000 hommes en seront victimes selon un rapport du ministère de la Santé. L'objectif aurait été de juguler la démographie afin de bénéficier d'une aide économique accrue promise par les États-Unis, mais également de réduire des populations fortement défavorisées et suspectes de sympathie pour la guérilla du Sentier lumineux. Son bras droit Vladimir Tassino s'entretient des liens étroits avec la CIA et les services secrets qu'il dirige, reçoivent 10 millions de dollars de l'agence pour soutenir les activités de contre-guérilla du gouvernement. Les ventes d'armes des États-Unis au Pérou ont par ailleurs quadruplé sous la présidence de Fujimori. Les membres de la police et de l'armée impliqués dans des crimes dans le cadre du conflit contre les guérillas sont amnistiés. Alberto Fujimori se fit réélire en 1995. Mais en novembre 2000, destitué pour corruption, il s'enfuit au Japon. Valentin Paniagua Corazao fut nommé pour le remplacer provisoirement et des élections furent organisées en avril 2001. Alejandro Toledo les remporta et devint président le 28 juillet 2001. Des manifestations hostiles au projet de privatisation de 2 compagnies d'électricité tournent à l'émeute à Arequipa, deuxième ville du pays, en juin 2002. L'état d'urgence est déclaré par le gouvernement. L'état d'urgence est à nouveau proclamé en mai 2003 alors que le Pérou connaît une vague de protestations sociales. Alan Garcia, déjà président entre 1985 et 1990, revient au pouvoir en 2006. En juin 2009, une intervention de police contre des indigènes qui bloquent un axe routier conduit à des dizaines de morts.